Claire était d'accord Quoi? pour que ça se passe ici. Mais c'est un hôtel, on ne peut pas. Monsieur Miller, n'y a-t-il rien qui puisse vous faire changer d'idée? Lionel Beyer, réalisateur de La Vanité avec Patrick Lapp et Carmen Maura, qui sort sur les écrans le 30 septembre. Bienvenue sur clap.ch. Quel a été le déclic qui vous a donné l'impulsion pour partir sur l'aventure La Vanité? D'abord, c'était une histoire qui m'a été racontée par un étudiant de l'ECAL qui se trouvait se prostituer la nuit pour payer ses études et la vie qui est très chère en Suisse. Et du coup, il m'a raconté qu'une nuit, en fait, il était dans une chambre à côté de laquelle il y avait un homme qui avait recours au suicide assisté et dont le témoin, puis il faut toujours que quelqu'un assiste au témoin, qui assiste dans le fond, à la prise du médicament létal, n'est pas venu. Et donc, ce type a passé la porte et est venu lui demander d'être le témoin de sa mort, ce à quoi l'étudiant a répondu qu'il ne faisait pas ce genre de choses. Mais il m'a raconté ce truc parce que lui venait d'un pays africain et il était très étonné en fait qu'en Suisse les gens se battent pour mourir alors que dans son pays les gens se battent encore pour survivre. Et cette petite anecdote, je l'ai gardée et puis ça n'a pas été le déclic tout de suite, mais l'envie de retravailler avec Patrick Lapp et de tourner un film au studio était une sorte de conjonction qui a fait qu'à un moment donné ce film est comme mûri à point et qu'on a commencé à l'écrire avec Julien Bouissou en 2013 pendant ce temps que je présentais Les Grandes Ondes. Comment on travaille justement d'une anecdote réelle pour arriver à un scénario complet? On part vraiment avec cette idée de base qui est une chose minuscule, qui est vraiment une histoire qui est racontée et qui contient très très peu en fait de ce que le film va devenir, mais c'est une bonne amorce, c'est comme une sorte d'étincelle. Et après j'ai l'impression que c'est un petit peu par spirale, c'est-à-dire qu'on se dit alors pour qui est-ce qu'on écrit? Moi j'aime bien écrire pour des acteurs que j'ai en tête. Donc je savais qu'il y avait Patrick Lapp, j'avais très envie de tourner avec Carmen Maura, donc je me suis dit voilà, essayons d'imaginer que ça pourrait être Carmen Maura. Et puis quelque chose qui restait un petit peu de la construction des pièces de Tchekhov me disait il faudrait que le troisième personnage soit peut-être un Russe, qu'il y ait quelque chose de russe dans ce film. Et donc ça commence un petit peu comme ça, puis à partir de là, il y a quelque chose qui est un peu de l'ordre du jeu, qu'on s'imagine qu'est-ce qui pourrait bien se dire, qu'est-ce qui pourrait se passer, qu'est-ce qui pourrait arriver pour retarder le plus possible le fait de mettre cet homme à mort à la fin du projet. Et puis il y avait assez vite quand même, très vite, la composante de l'humour. Il est mort? Non, ça c'est juste pour pas vomir. Comme ça, 20 minutes après, quand on prend le produit, ça ne ressort pas. De se dire il faudrait qu'il y ait quelque chose qui soit... en tout cas, une sorte de sourire, que le film ne prenne pas trop au sérieux cette thématique de la mort, aussi parce que Patrick Lapp et Carmen Maura sont des acteurs qui sont capables de jouer la comédie. Et donc voilà, ça fonctionne un petit peu par cercle, qui fait qu'à un moment donné, les choses se mettent toutes seules en place. Mais c'est toujours difficile de dire, a posteriori, qu'est-ce qui a présidé à quoi. Parlez-nous un peu du casting. Les trois, donc Patrick Lapp, Carmen Maura et surtout Ivan Georgiev, ouais, qui est assez extraordinaire. Comment vous avez rencontré ce comédien? Ivan Georgiev, je l'avais vu dans un film d'un étudiant de l'ECAL, qui était un film d'atelier, un film de deuxième année. Et j'avais vu ce type qui était complètement incroyable. Je trouvais dans le jeu qu'il y avait une sorte de puissance comme ça qui me rappelait un peu les premiers rôles d'Al Pacino. Il avait un truc comme ça très dynamique dans le bas du corps, une sorte d'énergie. Et je me suis dit, c'est quelqu'un que je vois dans le film et je me dis, ça ferait un tréplay formidable. Et Patrick Lapp, on avait déjà tourné ensemble dans Les Grandes Ondes, où il avait un rôle certes important, mais c'était un trio, donc il devait partager l'affiche avec plusieurs personnes. Et là, il avait envie d'écrire un rôle qui était plus pour lui, de le mettre au centre de l'intrigue et puis d'exploiter une sorte de flegme et d'humour noir un peu sombre, comme ça, froid, que j'avais envie de pouvoir mettre en scène une fois. Et puis Carmen Maura, je l'avais vu évidemment dans les films de Pedro Almodovar et dans les films de Amos Gitaï ou de Coppola, et donc j'avais très envie de rencontrer cette comédienne parce que moi j'aime bien travailler avec des gens qui m'impressionnent un petit peu, j'aime bien avoir des acteurs qui me font un peu peur, dont la carrière, dont l'histoire me font un peu peur, et comme j'ai d'abord été cinéphile avant d'être réalisateur, il y a ce plaisir de rencontrer des gens qu'on a vus, qu'on a aimés à l'image, et de se dire j'aimerais bien travailler avec eux pour voir comment ça fait, quoi. Et donc Carmen, c'était un peu ça, je l'ai choisie parce que c'est une actrice que j'admire et puis parce qu'elle m'impressionnait et que ça m'obligeait d'être une certaine exigence en fait par rapport à elle. Avez-vous pris contact avec des sociétés comme Exit, ces sociétés qui organisent des suicides assistés pour être vraiment dans le vrai? J'ai rencontré des gens de chez Exit, des accompagnatrices, plusieurs femmes qui s'occupent d'accompagner les gens qui décident de mourir. C'était vraiment des rencontres très enrichissantes et c'est des gens très dévoués et qui ont un vrai, qui le font par conviction. Et donc je leur ai posé plusieurs questions. Je leur ai demandé de me raconter très précisément comment se passaient les accompagnements de personnes mourantes. Et puis après, nous, on a un petit peu piqué ce qui nous intéressait, à laisser de côté des choses qui étaient plus techniques et qui étaient moins importantes pour nous. Dans le film, ce qui est montré en fait du suicide assisté est relativement juste, à part le fait que les médicaments ne sont pas, les produits ne sont pas dans les associations, et qu'il y a quand même relativement peu de chances de frauder comme le fait David Miller. Ça, c'est vraiment de l'ordre de la fiction dans le fond. Mais comme d'habitude, c'est toujours intéressant d'aller voir ce qui se passe vraiment dans la réalité pour prendre les choses intéressantes, les anecdotes qui peuvent être amusantes, et puis ensuite de reconstituer complètement un univers fictionnel. Pourquoi avoir choisi de faire de David Miller
Un architecte, quel est votre rapport avec cet art? Il y a quelque chose qui est très flagrant quand on est architecte, c'est que les bâtiments qu'on construit, le temps les fait travailler. C'est-à-dire que quand on écrit un livre, en France, ce livre, en tant qu'objet immatériel, même si à un moment donné c'est un objet qui existe dans une bibliothèque, il est relativement peu patiné par l'air du temps. C'est-à-dire on peut le reproduire, on peut le republier. Un film, la même chose, les films se conservent, etc., les disques également. L'architecture, ce qui est intéressant, c'est que vous avez tous les jours devant les yeux des bâtiments qui ont été balayés par le vent, par la pluie, par la neige, par l'orage, et qui fait que quelqu'un qui a construit un bâtiment quand il avait 20 ans, et qui était pour lui le summum de l'utopie ou ce qu'il désirait faire véritablement en tant qu'architecte, et ben, des années plus tard, il le voit, mais patiné par le temps, vieilli en fait, et marqué par le passage du temps. Et ça m'intéressait parce que dans le film, le motel dans lequel David Miller décide de se supprimer, est un motel qu'il a construit quand il avait une vingtaine d'années, et qui représentait pour lui une sorte d'utopie, quoi, le monde un peu à l'américaine, les motels comme on les voyait dans les films américains, la société du loisir, de la voiture, etc. Puis aujourd'hui, ce motel, il est très décrépit, il tombe en ruine, et donc David Miller, il est témoin de ça. Et j'aime les architectes. D'abord, c'est une profession qui est assez proche de celle de réalisateur, parce qu'il travaille avec une partie industrielle, parce qu'il y a une sorte il y a différents corps de métier qui doivent exécuter quelque chose qui prend du temps, qui est compliqué, qui est lourd. Ils ont une notion du plan et de l'espace, comme sont censés l'avoir les réalisateurs. Donc pour moi, c'était assez facile de me projeter en me demandant qu'est-ce que cet homme qui avait construit ce motel pouvait ressentir par cet objet qui est en train de vieillir. Dans votre film, l'homosexualité est montrée comme un aspect purement pratique, c'est le gagne-pain de Trepleff. Est-ce que le personnage aurait pu être une femme? Trepleff, il dit pas qu'il est homosexuel. Hein, il dit qu'il travaille surtout avec des hommes, mais qu'il a une femme et des enfants. Non, ça m'intéressait plus que ce soit un homme pour deux raisons. D'abord parce que ça obligeait le personnage de David Miller à lui poser des questions sur comment ça se passe, et qu'un homme de sa génération, dans le fond, quand on lui dit « vous avez peut-être déjà essayé la bisexualité », il fait « non », puis c'est trop tard maintenant, et que du coup il y avait une plus grande curiosité parce qu'il se disait « qu'est-ce que c'est que ce type, dans le fond, qui est comme moi, mais qui fait un métier qui, pour quelqu'un comme David Miller, est plutôt destiné aux femmes », donc ça crée une sorte de petite étincelle qui est amusante. Je ne fais plus le couple. Trop complications. Non, attendez. Et puis surtout, ça déjoue un certain nombre de choses attendues par rapport à des rapports de séduction, par rapport à des rapports où tiens, est-ce que, par exemple, quand le personnage du prostitué doit lui monter sur David Miller, parce que croit-il pour faire l'amour avec lui, ou peut-être pour l'étouffer, ça crée une situation différente que si c'est une jeune femme qui monte sur lui. Et puis je trouvais ça amusant vraiment que Carmen Maura soit la seule femme entourée par ces deux hommes, en fait, et que David Miller ait, à la fin du film, presque par adoption, un fils qui se trouve être prostitué et qui est vraiment quelque chose qui n'aurait jamais pu arriver dans sa vie. Une femme espagnole qui lui a menti et un fils prostitué russe. J'aimais bien l'idée que ça compose une sorte de petite famille un peu improbable, quoi. Et le film a été montré sur la Piazza Grande à Locarno, noir de monde, comme c'est souvent le cas à Locarno. Comment on se sent quand on est sur cette scène où on se retrouve tout petit derrière un écran? On se sent très heureux pour les comédiens. C'est comme un cadeau qu'on leur rend, c'est-à-dire que c'est un moment qui est exceptionnel parce que d'une certaine façon on peut dire aux comédiens vous n'avez pas travaillé pour rien, aux techniciens, aux techniciennes, vous êtes là, regardez, il y a 8000 personnes qui sont venues vous voir, c'est génial, etc. On a un peu le sentiment quand on est sur scène que c'est la seule fois de sa vie qu'on est une rockstar, quoi, parce qu'on est devant un public live, devant des gens, donc c'est un drôle de sentiment. Après, comme expérience, comme réalisateur, voir le film sur la Piazza, moi, c'est pas la chose que je préfère. J'adore voir les films des autres, je suis enthousiaste à l'idée de voir les films des autres. Le sien, c'est un peu bizarre parce qu'on n'a pas la conscience de la salle. En fait, quand on est dans une salle fermée, comme celle-ci, qu'elle soit grande ou petite, on sent comment les gens réagissent, on sent comment ça a pulsé. C'est tellement grand, la Piazza Grande, c'est ouvert, qu'on sent peut-être les 200 personnes autour de soi. Mais on n'a pas le sentiment d'entendre les gens rire ou être ému. Et j'avais le souvenir qu'avec les grandes ondes, j'avais vraiment le sentiment que le film n'avait pas du tout marché, que les gens avaient détesté, quoi. J'entendais pas les rires, j'entendais pas les gens rire. Je me disais, comme c'était une comédie, c'était épouvantable. Là, ça m'a frappé pour la vanité à quel point j'avais averti les acteurs en disant, n'ayez pas peur, à la fin, sur la Piazza Grande, souvent, les gens se lèvent très vite. Même s'ils ont aimé le film, ils partent très vite parce qu'ils veulent partir, d'autres personnes vont rentrer, il faut sortir assez vite, c'est compliqué de sortir de la Piazza. Et là, ça m'a beaucoup étonné que les gens restent assis aussi longtemps pendant le générique. Alors ça m'a surpris, par contre, ouais. Aujourd'hui, pourquoi fait-on des films? Est-ce que c'est un besoin de reconnaissance ou autre chose? Qu'est-ce que vous diriez? Moi, je pense que tous les réalisateurs qui disent qu'ils font des films et que ce n'est pas lié qu'à un besoin de reconnaissance sont des menteurs. Évidemment qu'il y a quelque chose qui se joue. On fait des films parce qu'on a envie de raconter quelque chose, mais on le fait aussi parce qu'on veut exister à un endroit, dans un métier qu'on a choisi, en plus un art en général quand même, normalement qu'on aime et duquel on est souvent spectateur. Donc certes, il y a ça, mais je pense qu'après, c'est très fort quand on fait ses premiers films, ce besoin d'être reconnu, noté. Et puis après, il y a l'envie de se dire, est-ce que c'est utile ?
est-ce que les films que je fais sont utiles et des fois, c'est vrai que quand on les fait, on me dit est-ce que je raconte quelque chose sur l'époque? Est-ce que j'ai pu permettre aux gens pendant 75 minutes, 75 minutes d'être soit détendus, soit de réfléchir différemment à une thématique, celle par exemple du temps qui passe, du suicide assisté, de la passion, du désir. Est-ce que ça a été utile de faire ce film ou pas? Et ça dure combien de temps pour 15 minutes ou 20 heures, 20 heures 20 heures? les maximum. Ça n'arrive jamais. Est-ce que je gâche pas de la pellicule, de l'argent, du temps des spectateurs? C'est assez important, mais ça revient à l'idée quand même de se dire j'ai envie d'être utile pour être aimé. Donc même si c'est pas un truc purement altruiste, c'est pas juste utile pour être utile. Sincèrement, il y a aussi l'envie de participer à quelque chose, quoi. Et faire des films, à quoi ça sert aujourd'hui? Je pense que il y a une telle profusion d'informations partout qu'on sait très bien ce qui se passe dans le monde. Par contre, qu'est-ce que le monde ressent? Ça, c'est le cinéma qui peut le dire. Si je veux savoir ce qui se passe en Hongrie, je peux allumer la télévision et voir toutes les horreurs qui s'y passent. Si j'ai envie de savoir ce que ressent le peuple hongrois, ou aujourd'hui quel est l'état d'esprit des Hongrois, je peux peut-être aller voir des films hongrois. Le film de László Nemes, etc. Même si c'est un film historique, je peux peut-être ressentir un peu quel est le sentiment. C'est pour ça que je crois qu'on fait des films, pour faire ressentir le monde. Aujourd'hui, un film, c'est un produit commercial de plus en plus. Est-ce que le réalisateur doit faire beaucoup de concessions à ses financiers pour pouvoir imposer son point de vue, sa vision du monde, justement? Moi, j'accepte complètement l'idée que c'est un produit commercial. Ça fait quand même partie du show business, le cinéma. C'est un art, mais c'est aussi une industrie. Et je trouve normal qu'on fasse des concessions parce qu'elles sont intéressantes. Ce qu'on aime dans le cinéma hollywoodien, moi j'adore le cinéma hollywoodien de studio plus que le cinéma indépendant américain. Et j'aime le cinéma hollywoodien de studio parce qu'il y a un nombre d'obligations énormes. On peut faire ça, pas dire ça, pas montrer ça, etc. Ça fait des films qui sont des chefs-d'œuvre ou des films qui contiennent souvent, même des films moyens, qui contiennent beaucoup plus de cinéma que plein de films d'auteurs européens. Parce que les réalisateurs sont extrêmement tenus, que des fois, nous, notre problème, c'est qu'on n'est pas assez. Je dis ça comme ça, mais des fois j'ai l'impression que le fait qu'on soit très très libre, on n'a pas d'entrave, mais pas d'entrave dans le sens il n'y a pas de limite ou de zone dans laquelle on doit travailler. Vous les mettez pour chaque client? Oui, non, je les mets quand j'ai envie. Et j'ai l'impression que souvent les films de studio, ou quand on considère le film comme un produit, aussi un produit commercial, ça nous oblige à réfléchir à pour quel spectateur on le fait. La Vanité, par exemple, je sais que c'est un film qui a un potentiel de spectateur moins grand que celui des Grandes Ondes, parce que c'est pas une comédie familiale, populaire comme les Grandes Ondes. Et quand on a financé le film, j'ai dit, il faut en tout cas que ce soit moins cher que 2 millions, il faut que ce soit plutôt autour de 1,5 million, 1,6 million, 1,7 million, parce que c'est la moitié en gros des Grandes Ondes, et que je sais que je ferai à peu près la moitié des spectateurs des Grandes Ondes. Et je trouve que c'est important d'y penser avant, parce que c'est pas juste de l'argent public qu'on reçoit pour faire des trucs, c'est beaucoup d'argent, 1,5 million ou 1,6 million, même si c'est un petit budget pour le cinéma, mais ça vaut la peine de se poser la question. Et d'ailleurs, beaucoup de réalisateurs qui étaient des réalisateurs d'auteurs, comme Eric Romer, sont des modèles absolus d'économie. C'est un type qui pensait à combien devait coûter le film et combien il fallait pour qu'il soit rentable. Donc il faisait des tournages extrêmement petits, extrêmement pas chers, parce qu'il savait qu'il avait un nombre de spectateurs qui était très limité. Donc moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose, et que au contraire, ça devrait nous obliger à réfléchir pour qui est-ce qu'on fait des films, quoi. Moi je fais pas des films pour personne, je fais des films pour... Et j'espère que personne ne perde de l'argent sur les films que je fais. Est-ce que vous avez des projets dont vous pouvez nous parler pour nous allécher un peu? Les Grandes Ondes et Comme des voleurs faisaient partie d'une série de 4 films autour des 4 points cardinaux en Europe. Je suis en train d'écrire au sud, qui se déroulera sur les frontières sud de l'Europe, ce qui se passe en Méditerranée en ce moment, ou à la frontière entre la Serbie et la Hongrie, par exemple. J'ai créé un autre film qui est une adaptation littéraire, mais ça c'est un film français. Et puis on travaille avec mes 4 collègues de Monde à part, Ursula Meyer, Jean-Stéphane Brun et Frédéric Mermoux, à l'adaptation de 4 faits divers suisses pour la télévision nationale. Donc ils sont des films pour la télé, mais 4 films sur des affaires criminelles ici en Suisse romande. On devrait tourner entre 2016 et 2017, et les films sont diffusés fin 2017, début 2018. On a l'habitude de demander à nos invités de nous conseiller un film qu'ils ont beaucoup aimé et de nous déconseiller un film qu'ils n'auraient pas du tout aimé. Dernièrement. Je vous conseillerais d'aller voir Les 1000 et une nuits de Miguel Gomez, parce que c'est un film, c'est une sorte d'expérience de cinéma, et que c'est exactement le genre de film. Donc c'est 3 films, ça fait environ 7 heures de projection, mais on peut le voir en épisodes ou les voir les uns après les autres. Et c'est exactement ce que le cinéma peut produire comme bizarrerie, que je trouve réjouissante. Ça veut dire qu'on est encore tous en vie si on peut faire des choses, des films comme celui-ci, avec des moments hyper réussis, des moments beaucoup plus ratés. Mais c'est pas grave, il faut voir l'œuvre dans son ensemble et s'en faire un avis dans son ensemble. Et il y a un film, une comédie, je ne sais pas si ça passe encore sur les écrans,
pour parler de films populaires, une comédie populaire américaine qui s'appelle Vacation, Vive les vacances en français, et qui est une excellente comédie populaire, extrêmement bien écrite, très très drôle, très violente, qui est une reprise d'un film, qui est un remake d'un film avec Chevy Chase des années 80. D'ailleurs, Chevy Chase fait une apparition à la fin génialissime dans un rôle de tenancier de maison d'hôte à San Francisco. C'est vraiment très très drôle. Et un film que j'aurais pas du tout aimé, et je décommanderais à personne d'aller voir des films par principe, mais s'il y a un film qui m'a un peu étonné, j'ai été très étonné par la Palme d'Or d'Ipan, de Jacques Audiard, parce que je pense que c'est un film qui n'est pas terminé. Je trouve que le film n'a pas fini d'être monté. Il y a une promesse dans le film très très forte au début sur la première heure, comme ça, où on suit le monde un peu interlope des Sri Lankais en France, et il y a un truc très très fort, et j'ai l'impression qu'après le film passe par plein de facilités, plein de trucs que sait faire Jacques Audiard, qu'on a déjà vu plein d'autres fois et qui m'intéressent beaucoup moins que sur ses autres films. Et donc je recommande aux gens d'aller le voir, pour d'abord qu'ils se fassent leur opinion, et puis c'est intéressant d'aller voir des films qui ne fonctionnent pas, d'après moi, c'est souvent beaucoup plus instructif d'aller voir des films ratés si on aime le cinéma, c'est toujours intéressant de se demander pourquoi. Le film de Jacques Audiard, j'ai assez envie d'aller le revoir pour essayer de comprendre, en fait, d'après moi, à partir de quel moment ça marche plus, qu'est-ce qui fait que le film ne fonctionne pas, dans le sens pourquoi est-ce qu'il ne va pas jusqu'au bout de ce qu'il aurait dû être, voilà. C'est combien une heure? Ça dépend. Qu'est-ce que vous voulez? Au total. Qu'est-ce que vous avez fait, bon Dieu? C'est mon client. Maintenant, il pense qu'il peut. Maintenant? C'est le désir. Ça se contrôle pas.